Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet essentiel pour quiconque souhaite maximiser ses gains en bourse tout en gardant la tête froide, la maîtrise de ses émotions. Investir peut être une aventure passionnante, mais aussi semée d'embûches. Qui n'a jamais ressenti cette montée d'adrénaline en voyant ses actions monter en flèche ou cette angoisse lorsque le marché se retourne brutalement? Nos émotions, bien que naturelles, peuvent souvent nous pousser à prendre des décisions irrationnelles qui coûtent cher, très cher. Pour nous éclairer sur ce sujet, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Fabrice Florent, un expert en psychologie financière. Fabrice a passé des années à étudier comment nos pensées et nos émotions influencent nos décisions d'investissement. Allez, si vous appréciez notre contenu et que vous nous écoutez toutes les semaines, alors n'hésitez pas à nous mettre la note de 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Cette simple note va nous aider à grandir et à continuer à vous offrir un contenu de qualité. Et si vous nous écoutez mais vous n'êtes toujours pas abonné, cliquez tout simplement sur le bouton s'abonner. Alors que vous soyez un investisseur chevronné ou un débutant curieux, cet épisode est fait pour vous. Bonjour Fabrice, comment ça va? Salut Jérémy, ça va bien et toi? Ça va très bien. Ravi de t'avoir sur notre podcast L'Art de la gestion patrimoniale pour parler de psychologie de l'investissement. Tu es dit comme un spécialiste de la relation à l'argent. Est-ce que tu peux te définir rapidement, Fabrice, et puis expliquer un peu ce que tu fais aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je produis des podcasts. Ça, c'est mon métier, on va dire, premier. Des podcasts d'interview où je fais parler des gens sur plein de sujets très différents. J'ai commencé par faire parler des pères de paternité. Après, j'ai fait parler pas mal d'artistes et d'entrepreneurs de leur chemin vers le succès. J'ai fait parler des hommes de masculinité. Et depuis 3 ans maintenant, je fais parler des gens de leur relation à l'argent. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai fini par découvrir, moi, ce que je connaissais pas du tout, comme plein de gens, j'imagine, le sujet de la psychologie de l'argent et de la relation à l'argent d'une manière générale. Alors, ça n'a rien à voir avec le fait de parler d'argent, d'investissement, etc. C'est vraiment de parler de notre lien personnel et particulier à ce moyen de transaction finalement qu'est l'argent, parce qu'on oublie souvent que c'est juste à la base juste un moyen de transaction. Et en fait, dans ce cadre-là, je me suis formé auprès d'un spécialiste, lui aussi qui fait ça depuis 15 ans, qui accompagne des gens depuis 15 ans, qui s'appelle Christian Junot, que j'ai découvert d'ailleurs par l'intermédiaire du podcast donc que j'ai lancé il y a 3 ans, qui s'appelle Histoire d'argent, où je fais parler des gens donc dans leur relation à l'argent. Et par cette formation, j'ai fini, à la base, j'y allais juste pour devenir meilleur intervieweur, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait plein de sujets et d'angles sur lesquels j'avais un peu des angles morts moi en tant qu'intervieweur. Et donc je me disais ok, faut que je commence à soulever un peu de la fonte et devenir un peu meilleur sur le sujet. Et en fait, de fil en aiguille, je me suis rendu compte que c'était un sujet sur lequel non seulement j'adore ça, parce qu'en fait derrière l'argent il y a vraiment tellement de choses, il y a tellement d'humains, il y a tellement de sujets qui sont soulevés. Et donc j'ai fini par me dire aussi je vais me lancer finalement dans un business de coaching. Et donc j'accompagne aujourd'hui des clients, des clientes dans leur relation à l'argent pour les aider on va dire, à la transformer, la relation à l'argent, parce que c'est vraiment, on va en reparler sans doute, mais c'est vraiment, il y a beaucoup d'inconscient. C'est-à-dire que très souvent, c'est des choses qu'on vit en nous, qui sont plutôt des émotions ou des pensées, qui sont en lien avec l'argent, et qui finissent par nous faire des comportements dans la vie réelle, qui sont parfois complètement, qui sont véritables pour le coup, mais qui viennent de l'inconscient, donc avec lequel parfois on n'a pas forcément de lien, quoi. En tout cas, on n'a pas la main dessus, quoi. Ouais, ça va être hyper intéressant, je sens. Et comme je te le disais juste avant en préambule, c'est un podcast et un sujet qu'on n'a jamais traité. On sait aussi que les biais émotionnels sont très importants quand on investit sur les marchés financiers ou d'autres supports d'investissement. Sûr. Et justement, c'est pour ça que je veux te faire intervenir aujourd'hui. C'est pour parler de la psychologie dans l'investissement financier, immobilier ou tout autre investissement. Alors, je vais t'aborder quelques questions. Tu me réponds comme tu peux, j'ai envie de dire. Moi, c'est des questions qui m'intéressent. Comment ton éducation aujourd'hui, comment l'éducation d'un client, d'une personne qui veut investir, peut avoir un impact sur son rapport par rapport à l'argent? Alors, tu parles de l'éducation d'une manière générale. Exactement. Tu parles de... J'ai envie de dire même plutôt de l'éducation, j'ai envie de dire quand on est à l'école, et l'éducation également des parents. Ouais. En fait, moi, donc là, tu vois, donc ça fait 3 ans maintenant que je fais ce podcast. J'ai interviewé plus de 150 personnes. Pour moi, le truc aujourd'hui qui est clair et net, c'est que la relation à l'argent est transmise très généralement et très souvent de père en fils, de mère en fille, enfin de parents en enfant en tout cas. On se refile un peu la patate chaude. D'ailleurs, tu vois, j'ai en tête un épisode avec un invité qui m'avait écrit pour me dire qu'il avait hérité de 600 000 euros et qu'il était très embêté parce qu'il savait pas trop quoi faire de cet argent. Donc on va le voir, je vais le voir en tout cas, on fait cette interview et pendant l'interview, il me dit au fait, j'ai pas hérité de 600 000 mais d'1 million d'euros. Je disais OK, mais pourquoi tu m'as pas dit que c'était 1 million? Alors parce qu'il m'a dit j'ai très honte d'avoir 1 million d'euros et de dire que je suis millionnaire. Et surtout en fait, c'était de l'argent que sa mère avait hérité de son propre père
et auquel elle voulait pas toucher parce que c'était finalement comme si c'était un petit peu la tombe, le côté c'est à son père, ça ne lui appartient pas. Enfin, il y a vraiment 1000 possibilités. Et donc lui, il l'avait récupéré. Et donc il était un peu dans la même posture de qu'est-ce que je fais avec cet argent, je sais pas, parce qu'en fait il m'appartient pas, il est pas à moi. Et surtout c'est beaucoup d'argent, donc il est un peu embêté. Donc ouais, il y a énormément de transmission. Et comme c'est l'argent, enfin en tout cas la relation à l'argent est un vrai tabou. Alors l'argent est un tabou, mais la relation à l'argent est un tabou encore plus fort. On a du mal à y mettre des mots et des intentions. Et c'est aussi pour ça que j'avais créé ce podcast, parce qu'en fait, moi, j'ai découvert la psychologie de l'argent en commençant à travailler sur ma propre relation à l'argent il y a 4 ans de ça. Après avoir vendu ma boîte, je me suis retrouvé avec une coach qui m'a posé une question toute bête alors comment ça se passait l'argent avec tes parents chez toi? Et je me suis mis à pleurer instantanément. C'était notre toute première séance de coaching au bout de 5 minutes. Et je me suis dit, oh là là, il y a l'air d'avoir un vrai sujet. Et en creusant un petit peu le sujet, je me suis rendu compte à quel point, et effectivement, j'avais une relation à l'argent toute pétée, moi. Mais d'ailleurs, je le croyais pas et je le concevais pas, puisque j'avais été avant ça gestionnaire d'une boîte pendant 15 ans, que tu vois, ma boîte a été rentable tout le temps. Enfin, moi, dans ma tête, j'avais une relation à l'argent qui était tout à fait équilibrée. Pas du tout, elle était criblée de peur. Et en fait, je me suis rendu compte avec ce coaching qu'il y avait plein de gens qui étaient à peu près dans le même sujet. Donc ouais, je trouve que pour les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent, par exemple, ça peut être, moi je pose souvent la question du souvenir, un souvenir marquant lié à l'argent, de voir un petit peu si c'est un souvenir de manque ou si c'est un souvenir plutôt de kiff, tu vois, de plaisir. En fonction des gens, c'est très intéressant de voir ce qui en ressort, et aussi de réfléchir à c'est quoi les petites phrases qu'il y avait autour de l'argent dans votre famille, que vos parents vous ont dites. Là, par exemple, j'ai des gens qui disent, j'ai notamment une invitée qui me disait que son père lui disait, en fait, l'argent pousse pas sur les arbres. Donc, et elle avait la sensation, elle a grandi avec l'idée que l'argent, c'est pas facile à avoir, quoi. Ou alors, d'avoir cette fameuse image assez classique des parents qui font les comptes une fois par mois. Et à partir de là, en fait, ça se passe souvent dans le salon, ça se passe souvent dans un endroit un peu familial. Et à partir de là, il y a des phrases qui sortent. Il peut y avoir des phrases de oh là là, on est en galère, oh là là, il n'y a pas d'argent. En fait, en tant qu'enfant, très souvent, on est autour, on comprend pas vraiment ce que ça veut dire, mais on sent bien l'ambiance, on sent bien ce qui se passe. Et Ouais, ça aussi, mais je trouve ça intéressant. ouais, je suis d'accord avec toi, hein. Toutes ces Mm. phrases-là, on peut les avoir entendues. Chacun va se reconnaître en fait de ce que tu dis. Effectivement, je pense que l'éducation, je vais plutôt être dans ton sens là-dessus, a un impact important sur notre rapport avec l'argent. J'ai envie de faire le lien avec la question qui suit sur ça, Fabrice. Ouais. On parle d'éducation. Maintenant, on va parler des émotions. Comment les émotions elles peuvent influencer nos décisions financières? Est-ce que aujourd'hui, quand je suis heureux, je vais plutôt avoir tendance à prendre des décisions financières, c'est un réflexe que je te dis tout de suite, hein, c'est quelque chose qui Ah me ouais. vient tout de suite, des décisions financières, à vouloir investir d'un coup tout en bourse, à prendre des risques, à avoir moins peur tout de suite de l'investissement. Et puis si je suis malheureux, je vais peut-être plutôt faire attention à mon argent, faire attention, plutôt prendre des décisions peu risquées. Je sais pas, est-ce que ça aussi tu le vois dans les comportements des investisseurs, ou est-ce que tu vois des choses totalement différentes? Alors moi, j'allais te dire que pour moi, les émotions viennent plutôt dans la relation qu'on peut avoir à l'argent. C'est-à-dire, à un moment donné, qu'est-ce que tu mets comme émotion dans l'argent? Très souvent, dans le podcast, je demande aux gens, en fait, si pour toi, si je te dis argent, qu'est-ce qui te vient en premier lieu? Et en fait, il y a toutes sortes de réponses. Il y a autant de sortes de réponses qu'il y a de gens. Il y a des gens pour qui c'est de la liberté. Il y a des gens pour qui c'est de la sécurité. Il y a des gens pour qui c'est de l'angoisse. Il y a des gens pour qui c'est vraiment de la peur. Là, j'ai eu une invitée ce matin qui m'a dit, en fait, c'est de la merde, l'argent. Donc il y a un vrai truc de rejet aussi de ces salles. Et en fait, je trouve que plutôt, tu vois, que d'aller regarder, et je comprends ta question par rapport à l'investissement, mais pour moi, c'est plutôt, avant de réfléchir à votre logique d'investissement, ça vaut aussi la peine de réfléchir à votre relation à l'argent d'un point de vue psychologique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, s'il y a un crash et qu'en fait vous êtes en train de tout perdre, bah il y a des gens qui vont être totalement paniqué, ça je peux bien le comprendre. Et il y a peut-être d'autres gens qui vont se dire, bah ok, ça j'ai perdu, mais en fait derrière, potentiellement, je vais pouvoir me refaire d'une autre façon. Ça peut monter, ça peut descendre en fait. Et en fonction de ça, j'imagine pour le coup, c'est un truc que tu vois très souvent, quoi. Tout à C'est à fait. partir du moment où c'est un peu baissier, en fonction de la façon dont les gens appréhendent leur relation à l'argent, si on a peur de manquer, si on a peur de perdre, si on a peur de flinguer tout son argent et de le voir disparaître, on va avoir envie de le sauvegarder. Là où si tu t'es plus serein avec le fait que ok, c'est en train de cracher, mais bon, si ça tombe dans 3 ans, c'est remonté exactement au même niveau, tu vas peut-être avoir tendance à te dire, je vais attendre et je vais voir ce qui se passe, quoi.
Mais ça va dépendre vraiment d'un truc très simple, c'est à quel point ta sécurité intérieure n'est pas liée à la sécurité que tu as, au chiffre que tu as sur le compte en banque. Parce que très souvent, moi, ce que je remarque, c'est que les gens qui ont peur de manquer se disent, en fait, si j'avais de l'argent, tous mes problèmes seraient réglés. Mais très souvent, ils se rendent pas compte de la responsabilité aussi qu'il peut y avoir derrière le fait d'avoir de l'argent et de aussi ce que ça peut aussi vouloir dire de vouloir potentiellement tout perdre, quoi. C'est pas parce que tu es aujourd'hui serein, en tout cas aujourd'hui que t'es dans un peu stressé parce que tu manques d'argent, que si tu en avais plus, tu serais plus tranquille. Moi, il y a moi j'ai reçu des gens notamment, j'ai reçu un multimillionnaire qui me racontait qu'en fait, il travaillait comme un damné, 15 heures par jour pour réussir à facturer et arriver à facturer son train de vie, si tu veux. Parce il voulait pas toucher à son capital. Et c'était vraiment fascinant parce que moi je le regardais, je lui disais mais mec, t'as plein d'argent, faut en profiter quoi, tu vois, ça sert à ça aussi, il fait en sorte de pouvoir te faciliter la vie d'une manière ou d'une autre, mais lui il avait tellement peur de manquer qu'il voulait surtout pas toucher à son capital. Et donc il se tue à la tâche. C'était assez fascinant, j'ai trouvé. Ouais, c'est de toute façon, je pense que chacun a une relation avec l'argent qui est totalement différente. Et c'est vrai que c'est important de savoir que les émotions, l'éducation, ou même tout simplement les biais comportementaux, d'un point de vue général, de notre côté, vont agir aussi sur la performance des personnes quand ils font des investissements financiers. Parce que j'en reviens à ça, aujourd'hui on va très très loin dans ces biais comportementaux avec toi sur la relation avec l'argent, mais il faut savoir qu'au final, la relation avec l'argent va influer l'ensemble des impacts sur un investissement et va influer les décisions sur un investissement. Est-ce que tu es d'accord avec moi ou est-ce que tu le vois dans ton entourage encore une fois, cette aversion au risque, qu'elle est différente en fonction des personnes? Oui, tu viens de le dire, mais est-ce que tu vois aussi le biais de confirmation? Certaines personnes qui vont se persuader que quelque chose est bon dans leur investissement, quitte à totalement mettre des œillères sur les côtés pour faire attention à tout ce qu'on pourrait dire là-dessus. Ou est-ce que tu vois dans l'autre sens un autre biais aussi qui est très connu, l'effet moutonnier? Plusieurs personnes investissent sur le Bitcoin, alors je vais investir sur le Bitcoin. Je dis le Bitcoin au hasard parce qu'aujourd'hui c'est d'actualité de nouveau, Oui. Mais quel est ton sentiment par rapport à ces biais qui peuvent arriver aussi? Certaines personnes sont-ils aussi plus influençables que d'autres? Ah, ça c'est une bonne question. Mais tu vois, pour moi, en fait, comme tu parles de billets, tu vois, de billets de confirmation, en fait, pour moi, il faut aussi prendre conscience que, à la base, c'est notre cerveau qui crée ces billets, hein, qui fait en sorte de voir, comme tu dis, exactement que le truc que tu as envie de voir, le fameux billet de confirmation, il est incroyable. En fait, ce billet-là, il vient d'une pensée, il vient d'une croyance, il vient aussi donc d'une émotion. C'est-à-dire qu'à partir du moment où toi, tu vas avoir tendance à te dire, ah non, non, mais c'est ce truc-là sur lequel il faut aller, en fait, ça vient d'une émotion à la base. Ça vient d'une émotion en fait, peut-être potentiellement, j'ai envie de me sécuriser parce que ça, je me dis que c'est un investissement sécurisé et que je n'ai regardé que ça. Et donc après, ça crée une pensée, ça crée une croyance et après, ça crée un billet. Et donc, pour moi, c'est toujours pareil. Il faut venir redétricoter. Ok, t'as cette pensée-là et t'as cette croyance-là. Ok, d'où elle te vient? À quel moment, en fait, c'est important pour toi de venir te dire non, mais pour moi, c'est important d'avoir un investissement sécurisé. Il y a d'autres gens qui ne supportent pas l'investissement sécurisé, qui veulent être à tout prix dans le haut risque, parce que sinon, ils vont avoir l'impression de pas profiter de la vie. Donc, en fait, c'est des gens qui font généralement Christian Junot appelle ça les montagnes russes. Hein. Donc, c'est des gens qui font des très hauts, qui font des très bas, qui font des très hauts, qui font des très bas, et ça leur donne quelque part la sensation de vivre, d'exister, de brûler de brûler la vie quelque part. Ils le vivent pas très bien, très souvent, très tous. C'est très dur pour eux, souvent, de le vivre quand tu creuses un petit peu émotionnellement. Mais en tout cas, c'est une croyance qu'ils ont. L'argent, bah moi je l'ai, il faut que je l'ai, et à un moment donné, bon, bah il va partir, c'est pas grave, je vais en refaire d'autres, plutôt que de se dire, bah peut-être on peut revenir un peu dans une forme de nuance, quoi. Peut-être que tu peux être un peu moins, faire des moins grands, on va dire ciseaux, quoi, et de peut-être diminuer l'intensité de chaque haut et de chaque bas. Mais encore une fois, pour moi, c'est vraiment intéressant de réfléchir à derrière cette croyance et derrière ce comportement, quelle est l'émotion qui vient? Est-ce que tu as besoin de sécurité? Est-ce que tu as besoin de brûler l'argent, de brûler les doigts et en fait tu as besoin de l'investir à tout prix? Mais pourquoi? Et est-ce qu'il y a une possibilité de faire autrement? Donc tous ces biais, au final, toi, tu les expliques par le départ, par la chose du départ qui a pu procurer cette sensation de sécurité ou cette sensation de vouloir vivre à 200 à l'heure comme quelqu'un à qui on voudrait ressembler. De ton côté, est-ce que quand tu coaches quelqu'un,
tu arrives à l'accompagner vers un comportement, j'ai envie de dire, différent, vers Oui. quelque chose où quand quelqu'un vient te voir, est-ce que de son côté, il va te dire, ben voilà, dans mes investissements, sincèrement, je fais n'importe quoi, je prends des décisions toujours du jour au lendemain, en 2 secondes, je change d'avis aussi. Enfin, j'ai des décisions qui sont pas bonnes. Mm. Est-ce que tu peux m'aider, Fabrice, pour reprendre Ouais. depuis le départ et puis pouvoir être plus serein dans mes investissements. En fait, changer un petit peu. Est-ce que ça c'est possible ou est-ce qu'il faut vraiment travailler? On est sur l'aspect psychologique au final. Ouais, exactement. Bah écoute, donc moi je me suis lancé dans ce coaching depuis bientôt 1 an et en fait c'est très intéressant parce que je vois à quel point donc j'ai un coaching très court, hein, tu vois, qui dure entre 2 et 3 mois et en fait justement l'idée c'est de d'avoir un vrai changement de comportement sur un temps court et globalement ce qui se passe c'est que déjà généralement je fais travailler les gens sur un document qui s'appelle Mon histoire avec l'argent qui est tiré du livre d'ailleurs de Christian Junot c'est un document très introspectif sur ok, d'où te vient ton histoire avec l'argent, donc d'aller chercher dans ta propre histoire à toi avec tes parents. Est-ce qu'il y a eu des faillites, est-ce qu'il y a eu des gros succès, est-ce qu'il y a eu des vols, est-ce qu'il y a eu des arnaques, etc., parce que tout ça peut venir influencer dans le récit qu'on va avoir, dans le récit familial qu'il va y avoir autour de l'argent, quoi. Et moi ce que j'ai tendance à faire, c'est à venir travailler sur un concept assez vieux, on va dire, de la psychologie. C'est un concept qui a été créé par Carl Gustav Jung, qui lui vient parler en fait des ombres et des lumières. Et en gros, toutes les facettes qu'on n'a pas envie de se montrer, on a des facettes qu'on n'a aucun problème à montrer au monde et qui font partie de notre personnalité et de qui on est. Et très généralement, cette facette-là est accompagnée d'une ce qu'on appelle une polarité, c'est-à-dire d'un inverse. Et cette polarité est très souvent dans l'ombre. C'est très souvent la facette qu'on n'a pas envie de montrer, et dont on n'a pas conscience. Donc je vais prendre un exemple très simple. A priori, on n'a aucun problème à venir parler d'être généreux, tu vois. Ah ouais, c'est chouette d'être généreux. On a envie d'être généreux. La polarité, par exemple, tu vois, l'inverse du généreux, ça serait le radin. D'accord? Ça, pour le coup, le radin, c'est pas bien vu. On n'a pas envie d'être radin, tu vois. Et en fait, c'est intéressant de réfléchir à quel point, une fois qu'on a mis le radin dans la lumière, donc il n'est plus dans l'ombre, parce qu'en fait, le radin, en permanence, si tu le mets dans l'ombre, il va quand même être là. Il va venir te pourrir la tête. Si un jour tu es au restaurant et qu'il y a la fameuse blague de Muriel Robin, tu sais, le sketch de Muriel Robin par rapport à l'addition de restaurant, et que toi tu as envie de juste payer ta part, ça va venir te pourrir la vie. Moi, j'ai des gens qui sont venus dans le podcast me raconter pendant 3 jours avant, parce qu'ils avaient eux-mêmes un radin en eux, tu vois, à quel point c'était compliqué de venir anticiper le fait que ah mon Dieu, je vais devoir payer de la bouffe que les autres n'ont pas. Alors certes, cette personne n'avait pas beaucoup d'argent aussi, tu vois, mais il y avait aussi un truc où ça jouait à 2-3 euros pour elle. Mais à ces 2-3 euros-là, elle se pourrissait la vie pendant 3 jours, quoi. Alors que bien sûr, elle les avait, les 2-3 euros. Et donc, tu vois, à partir du moment où tu viens remettre quelque part le radin dans la lumière et que tu viens l'accepter, ta facette de radin, bah après, tu peux choisir. Tu peux te décider. Ok, bah là, à ce moment-là, ouais, je suis radin. Vous me voyez comme radin? C'est pas un problème. Ouais, je suis radin. J'ai envie de payer que ma part. Et voilà. Et puis, il y a d'autres moments, tu vois, comme tu disais, peut-être tu seras heureux et tu auras envie de partager, d'être dans la générosité, de te dire, bah non, j'ai aucun problème, là, j'ai envie de payer parce que ça me fait plaisir, mais de pas, à aucun moment, subir et d'être libre de ton comportement. Donc ouais, ça fait partie un petit peu des choses que j'offre, tu vois. Après, il y a plein d'autres choses dans le coaching. Il peut y avoir des loyautés aussi aux parents. C'est-à-dire que il y a des gens qui peuvent éventuellement ne pas gagner d'argent parce qu'ils veulent être loyaux à leurs parents parce que leurs parents avaient gagné pas beaucoup d'argent. Et en fait, c'est dur de venir casser ce plafond de verre-là et de venir dire bah, moi, en fait, je vais gagner plus d'argent, je vais être plus riche. Si tu as été élevé dans une famille où les riches sont tous des salauds et l'argent est sale, tu vois, c'est très, très difficile de toi-même assumer le fait que tu as envie de devenir riche. Donc, ça fait aussi partie des sujets sur lesquels on peut travailler, de venir faire ce qu'on appelle des déloyautés. C'est-à-dire, globalement, papa, maman, je vous suis pas loyal à cette idée que l'argent est sale et que je j'ai pas le droit d'en gagner plus, quoi. Bon, je te le fais vraiment en très court, hein, tu vois, mais c'est à peu près ça, quoi. Ok. Je sais pas si c'est clair. Est-ce que c'est clair? Ah, c'est très très clair sur la Ok. partie émotion. Eh ben Fabrice, merci pour la partie émotion. On passe maintenant aux stratégies pour les maîtriser, ces fameuses émotions, parce que mieux on les maîtrise, la plupart du temps, meilleur on est en termes d'investissement financier ou immobilier ou autre. Et c'est vrai que la discipline peut avoir un intérêt. Est-ce que toi, tu le vois aussi dans les cas concrets, des choses où tu dois les accompagner pour mieux maîtriser les émotions et on a des résultats concrets derrière? Bah oui, en fait, le vrai truc pour moi, c'est de s'observer. C'est-à-dire, c'est de prendre un petit peu conscience de la façon dont on fonctionne au quotidien et de se regarder. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on peut
avoir peur de manquer. Et tu vois, ça se joue dans l'investissement certes, mais ça peut aussi jouer par exemple au supermarché. Si vous êtes dans la peur de manquer, et qu'en fait par exemple vous êtes en train de vous pourrir la vie à regarder sans arrêt, parce qu'il y a des gens qui sont très aisés, qui ont une situation très aisée et qui ont du mal à ne pas prendre le truc le moins cher parce qu'ils ont été élevés là-dedans. Regardez-vous au quotidien être dans le supermarché et vous dire ah putain là je suis en train encore de regarder les trucs, peut-être que je pourrais passer une journée, une semaine à ne pas du tout regarder les prix et à regarder juste ce qui me fait envie. Eh ben pour moi c'est un peu pareil, c'est-à-dire à quel moment quand tu es en train d'investir, de te regarder, de t'observer, être en train de discuter avec ton conseiller en patrimoine, etc. Et de voir un petit peu ce qui se joue en toi, de te regarder, d'arrêter d'être d'être esclave de nos émotions et de nos comportements et de les regarder, d'être un peu plus en conscience. Je ne sais pas si ça te parle, mais pour moi, c'est un vrai sujet tellement intéressant d'être en train de voir, ok, donc là, c'est de la peur qui est en train d'aller. Ok, donc là, il y a mon action qui est en train de dévisser. J'ai de la peur. Est-ce que je suis obligé de réagir là aussi vite? Pas sûr. Qu'est-ce que ça vient me dire? Est-ce que ça veut dire aussi que j'ai peur de manquer à ce moment-là? Ok, mais est-ce qu'il y a une autre alternative? Est-ce qu'il y a une autre façon de voir? Voilà. Et c'est très concret parce que du coup, on en revient à la stratégie de base. Quand tu avais mis en place ta stratégie, Exactement. Tu savais qu'il y avait un risque. Et donc, quand tu investis et que le risque se produit, il faut arriver à y faire face. Et c'est là où la plupart du temps, les coachs comme toi peuvent nous aider dans les moments de krach boursier, de krach sur les marchés financiers. Effectivement, c'est des moments qu'on connaît tous. Nous, on a connu 2020, on a connu 2022, 2008. C'est des périodes quand même qui sont très complexes en termes de marché financier. Il faut savoir que dans ces moments-là, les personnes qui disaient souvent « Oh, mais non, mais je suis prête à prendre du risque, ainsi de suite », quand ça arrive, tu dois le voir toi aussi, Fabrice, tu en parleras juste après. Quand ça arrive, la plupart des personnes prennent peur. Et donc, c'est là où un coaching, ou du moins des stratégies aussi pour éviter cette peur, sont importantes. Bah oui. Et en fait, c'est intéressant d'aller réfléchir à d'où te vient cette peur, quelle émotion tu mets derrière et quel projet tu viens mettre aussi derrière cet argent. C'est-à-dire, est-ce que c'est de l'argent dont tu as besoin là tout de suite, ou dont tu vas avoir besoin là tout de suite, et en fait, s'il te glisse entre les mains, bah tu vas, enfin je sais pas, il y a un projet qui te glisse entre les mains, ou alors c'est juste le fait de voir ton action être en train de dévisser qui te fait flipper. Et peut-être que tu peux à ce moment-là attendre avant de prendre n'importe quelle décision. Je vais d'abord prendre 3 grandes inspirations et revenir dans mon corps avant de commencer à baliser, parce que c'est très important la respiration. On l'oublie et on fait en sorte de la négliger, je trouve, au quotidien. Franchement, la meilleure façon de revenir vraiment dans son corps de façon très simple, ça prend 3 minutes, même pas 2 minutes. C'est vraiment de fermer les yeux, de prendre 3 grandes inspirations, 3 grandes expirations. Et là, normalement, vous rouvrez les yeux, vous êtes un nouvel homme ou une nouvelle femme. Voilà. Et donc, du coup, normalement, on prend pas des décisions dans la précipitation si on fait cette stratégie-là. En tout cas, a priori, c'est une bonne façon de juste revenir dans le corps et de venir aussi regarder les émotions, parce que les émotions se passent toujours dans le corps. C'est important aussi parce que très souvent, l'investissement et l'argent, c'est dans le mental, c'est dans la tête. Alors que pour moi, le truc le plus important, c'est avant tout de revenir dans le corps et de revenir dans l'émotion. Et après la pensée se fait, et après, on peut revenir dans le mental. Mais d'abord, venir, maîtriser nos émotions, et en tout cas de venir faire en sorte de les capter, de voir un petit peu ce qu'elles nous disent. Mais ce qui est certain, Fabrice, c'est que protéger ses émotions de ses investissements, c'est-à-dire faire une barrière entre les deux, c'est souvent la meilleure chose à faire pour les investissements financiers, je parle. Quand on investit en bourse et qu'on va avoir des stratégies d'investissement financier, si on met 100 000 euros en actions en une seule fois, on peut perdre 40 000 euros d'un coup. Il faut le savoir, c'est les actions. C'est comme le bitcoin, comme la crypto, les autres actifs qui sont encore plus risqués, vous pouvez perdre beaucoup plus. Effectivement, quand on arrive face au mur et qu'il y a ce risque qui se présente, avec les 100 000, on perd 40 000. Si on a les émotions qui arrivent, on risque de tout vendre. Et tu viens de le dire. C'est-à-dire que les émotions vont prendre le dessus. Le but, c'est d'arriver à les contrôler, de les mettre de côté, et on appelle ça les fameux biais comportementaux en finance. Je le rappelle encore ce terme. Mais il faut absolument mettre de côté les biais comportementaux. Nous, pour éviter les biais comportementaux, Fabrice, on parle aussi des fois de la méthode DCA. Peut-être que tu connais. C'est l'investissement mensuel. C'est-à-dire que ça peut aussi te permettre de compléter ton coaching, Fabrice. L'investissement mensuel permet aussi de réduire le risque, parce que tu te dis qu'au final, tu vas acheter à différents prix les actions, et tu vas surtout sortir de ta tête l'investissement, parce que ça viendra presque comme une charge sur ton salaire, et donc ça te permet aussi de ne plus trop y penser. Je sais pas ce que tu penses de ça, ou peut-être que d'autres personnes font d'autres stratégies. Si tu en as une dernière à ajouter pour finaliser le podcast.
Bah, écoute, je connaissais pas le DCA, mais alors merci beaucoup. Je dois te dire qu'en termes d'investissement, moi, à titre perso, j'ai tout mis dans un cabinet, je les laisse gérer. J'ai 2 points par an, tu vois. Eh ben, même Et principe. Voilà. j'ai pas besoin de cet argent. Pour l'instant, en tout cas, j'ai pas besoin de cet argent. Je les laisse gérer. Je sais qu'ils sont professionnels et qu'ils sont au taquet. Ils m'ont été recommandés. Enfin, c'est très très bien. Mais ouais, alors j'entends quand tu dis faut faire attention à mettre les émotions de côté. En fait, c'est dur aussi parce que les émotions, elles te reviennent en pleine gueule. C'est-à-dire que quoi Ça, qu'il c'est arrive, certain. les émotions, elles sont là. Donc, je vois bien l'idée de se dire, ok, faut les mettre de côté, mais attention, on les mettait pas de côté, genre les mettez pas sous une chape de plomb parce que quoi Non. qu'il arrive, elles vont vous péter. Mais simplement de les regarder et d'être sympa avec elles, parce que pour moi aussi c'est important. C'est qu'on peut avoir tendance, quand on est submergé par les émotions, à se faire percuter par elles et un peu de sympathie envers soi et de se regarder aussi avec beaucoup d'amour et de gentillesse, ça peut être bien. Et puis pour tous les gens qui connaissent pas la psychologie de l'argent, je vous invite vraiment à aller découvrir le podcast parce que c'est, je trouve, une bonne façon de se poser des questions, d'entendre autant de gens raconter autant d'histoires très différentes, autant de relations à l'argent, parce que effectivement, il y a autant de relations à l'argent qu'il y a d'êtres humains, quoi. Et ça, je crois qu'on a du mal à s'en rendre compte tellement on va dire tellement la relation à l'argent est un tabou, quoi. Et donc, j'invite les auditeurs à pouvoir aller écouter Histoire d'argent, Ouais, je le merci. rappelle, qui est le podcast de Fabrice. Est-ce que tu as d'autres moyens d'apprendre à te connaître? Je suppose LinkedIn, Fabrice? Ouais, LinkedIn, Fabrice Florent. Vous pouvez aussi, donc vous pouvez m'envoyer des DM si vous voulez, ou sinon j'ai mon site web qui s'appelle fabflorent, fabflorent.com. Il y a plein d'infos dessus. Eh ben, merci beaucoup, Fabrice, pour ce moment Merci, et pour ton moment de Jérémy. partage. Merci beaucoup. Et oui, ça y est, nous arrivons à la fin de cet épisode et je souhaite remercier Fabrice Florent pour cette intervention de qualité. En conclusion, maîtriser vos émotions est un levier puissant pour maximiser vos gains et sécuriser vos décisions financières. Les biais cognitifs, les peurs irrationnelles et les emballements émotionnels sont autant de pièges à éviter pour évoluer avec sérénité dans vos investissements. Alors si vous avez apprécié notre contenu une nouvelle fois, n'hésitez pas à nous mettre la note de 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. En effet, cette simple note va nous aider grandement à continuer à vous offrir un contenu de très haute qualité. Et si vous nous écoutez, mais vous n'êtes toujours pas abonné, cliquez tout simplement sur le bouton s'abonner. Et si vous souhaitez investir et que vous voulez éviter les erreurs, allez écouter l'épisode 101, les 3 erreurs à ne pas faire sur une assurance vie.